Il y a des personnes qui voient trop, qui comprennent trop, qui analysent trop. Leur intelligence n'est pas juste une capacité à résoudre des problèmes ou à apprendre rapidement. C'est une façon de percevoir le monde qui les sépare de presque tout le monde. Elles captent les nuances que les autres ne voient pas. Elles détectent les contradictions, les hypocrisies, les absurdités que la plupart des gens ignorent ou acceptent sans question. Et cette lucidité, cette capacité à voir la réalité sans filtre, n'est pas un don, c'est une malédiction. Parce que voir clairement signifie souvent voir des choses horribles. Comprendre profondément signifie souvent comprendre à quel point tout est fragile, arbitraire, dénué de sens. Et être entouré de gens qui ne voient pas ce que vous voyez crée une solitude particulière. Une solitude intellectuelle et existentielle qui ne se comble pas facilement. Parce qu'on ne peut pas se connecter vraiment avec quelqu'un qui vit dans un monde fondamentalement différent du vôtre. Ces personnes ne se vantent pas de leur intelligence. Souvent, elles la cachent. Elles apprennent très tôt que montrer qu'elles comprennent plus vite, qu'elles voient plus loin, qu'elles pensent différemment, crée du ressentiment. Les gens n'aiment pas se sentir stupides. Alors elles apprennent à jouer petit, à ralentir leur esprit, à faire semblant de ne pas comprendre des choses qu'elles ont saisies instantanément, juste pour appartenir, juste pour ne pas être rejetées. Et ce rejet n'est pas imaginaire. Les études le confirment. Les personnes avec un QI très élevé ont souvent moins d'amis. Elles sont plus souvent seules. Non par arrogance, mais parce que la connexion authentique nécessite un terrain commun. Et quand votre façon de penser est radicalement différente de la norme, ce terrain commun devient très difficile à trouver. Aujourd'hui, nous allons explorer ce territoire, comprendre ce que c'est vraiment que d'être trop intelligent, pas dans le sens narcissique, mais dans le sens psychologique, les défis spécifiques que ces personnes affrontent, la solitude qu'elles portent, les patterns qu'elles développent pour survivre dans un monde qui n'est pas fait pour elles, et pourquoi, malgré tous les avantages apparents, l'intelligence extrême est souvent vécue comme un fardeau plutôt qu'un privilège. La première chose à comprendre, c'est que l'intelligence extrême crée une forme de décalage perceptuel. Ces personnes ne voient pas le monde de la même façon que la majorité. Ce n'est pas juste qu'elles sont plus intelligentes, c'est qu'elles traitent l'information différemment, plus rapidement, plus profondément, avec plus de connexion. Imaginez que vous regardez un film et que vous voyez déjà la fin dès la première scène, que vous captez tous les détails que les autres manquent, que vous comprenez les motivations des personnages avant qu'ils ne soient révélés. C'est l'expérience constante de ces personnes dans la vie réelle. Elles voient les patterns, elles anticipent les conséquences, elles détectent les mensonges, les manipulations, les contradictions. Et cette clarté est épuisante, parce qu'on ne peut pas désapprendre ce qu'on voit. On ne peut pas choisir de ne pas comprendre. Alors elles vivent avec cette conscience aiguë de choses que les autres ignorent. Elles voient la futilité de certaines conventions sociales, l'absurdité de certaines croyances largement acceptées, l'hypocrisie dans les discours moraux. Et elle ne peut pas simplement l'ignorer. Cette lucidité crée ce qu'on pourrait appeler une désillusion précoce. Les enfants très intelligents perdent leur innocence plus vite. Ils se rendent compte très jeunes que le monde n'est pas juste, que les adultes ne savent pas toujours ce qu'ils font, que les règles sont souvent arbitraires, que les réponses simples à des questions complexes sont presque toujours fausses. Et cette perte d'innocence les isole de leurs pairs qui vivent encore dans une vision plus simple du monde. Il y a aussi une intensité émotionnelle qui accompagne souvent l'intelligence élevée. Ces personnes ne ressentent pas juste un peu, elles ressentent profondément. Leur sensibilité est amplifiée. Une injustice mineure peut les bouleverser. Une beauté fugace peut les émouvoir aux larmes. Cette intensité rend la vie à la fois plus riche et plus douloureuse, parce qu'elles ne peuvent pas rester à la surface. Elles plongent toujours dans les profondeurs. Et cette profondeur crée une difficulté avec la légèreté. Les conversations superficielles les épuisent. Les divertissements simplistes ne les captivent pas. Elles ont besoin de stimulation intellectuelle constante, de complexité, de nuances. Et quand elles ne la trouvent pas, elles se sentent affamées, intellectuellement sous-alimentées dans un monde qui leur semble souvent d'une banalité étouffante. Cette recherche constante de profondeur les rend aussi critiques, non par méchanceté, mais parce qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de voir les failles, dans les arguments, dans les systèmes, dans les croyances. Elles questionnent tout, déconstruisent tout. Et cette tendance à analyser critiquement crée des tensions, parce que la plupart des gens ne veulent pas que leurs croyances soient questionnées. Ils veulent de la certitude, du confort. Et cette personne qui pointe constamment les incohérences devient vite épuisante pour les autres.
Au niveau social, l'intelligence extrême crée des défis spécifiques qui sont souvent invisibles pour ceux qui ne les vivent pas. Il y a d'abord le problème de la communication. Ces personnes pensent à plusieurs niveaux simultanément. Elles voient les implications, les sous-textes, les connexions. Mais quand elles essaient de communiquer ces pensées, elles se heurtent à un mur. Les autres ne suivent pas, ne comprennent pas pourquoi elles compliquent les choses, ne voient pas les nuances qu'elles tentent d'exprimer. Alors, elles apprennent à simplifier, à taire certaines pensées, à s'auto-censurer constamment juste pour être comprises. Cette simplification forcée est frustrante. C'est comme être obligé de parler dans une langue étrangère que vous maîtrisez mal. Vous savez ce que vous voulez dire, mais vous ne pouvez pas l'exprimer pleinement. Alors vous vous contentez d'une version appauvrie de votre pensée, et une partie de vous reste constamment inexprimée. Il y a aussi l'effet de l'ennui chronique. Les personnes très intelligentes ont besoin de stimulation mentale constante. Leur cerveau fonctionne à haute vitesse. Quand il n'y a rien d'intéressant à traiter, il crée son propre chaos. Il se met à suranalyser, à ruminer, à créer des problèmes là où il n'y en a pas, juste pour avoir quelque chose à résoudre. Cette tendance à intellectualiser peut transformer même les moments simples en exercices analytiques épuisants. Socialement, elles font face aussi à ce qu'on pourrait appeler le dilemme de l'authenticité. Si elles montrent qui elles sont vraiment, elles risquent l'isolement. Les gens les trouvent trop intenses, trop sérieuses, trop compliquées. Alors elles créent une version édulcorée d'elles-mêmes, une façade sociale acceptable. Elles rient des blagues qui ne les font pas rire. Elles participent à des conversations qui les ennuient. Elles cachent leurs véritables intérêts parce qu'ils sont bizarres ou trop intellectuels. Cette performance constante est épuisante. C'est vivre derrière un masque. Et plus elles le font, plus elles se sentent déconnectées de leur vrai soi. Elles commencent à se demander qui elles sont vraiment. Si la version qu'elles montrent aux autres est fausse, mais que la version réelle ne peut exister nulle part, alors qui sont-elles? Il y a également le problème de trouver des pairs. Statistiquement, les personnes avec un QI très élevé sont rares. Si votre QI est à 145 ou plus, vous représentez environ 0,1% de la population. Cela signifie que sur 1000 personnes, vous pourriez rencontrer une seule personne qui pense comme vous. Les chances de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment vous connecter intellectuellement sont minces. Et cette rareté crée une solitude structurelle. Cette solitude est différente de la solitude ordinaire. Ce n'est pas juste l'absence de gens autour, c'est l'absence de gens qui comprennent. Vous pouvez être dans une pièce remplie de monde et vous sentir complètement seul, parce que personne ne parle votre langue, personne ne voit ce que vous voyez. Et cette forme de solitude ne se guérit pas en sortant plus. Elle nécessite de trouver ces rares personnes qui fonctionnent à la même fréquence. Et les trouver peut prendre des années. Émotionnellement et psychologiquement, l'intelligence extrême crée aussi des vulnérabilités spécifiques. Il y a d'abord le perfectionnisme paralysant. Ces personnes voient toutes les façons dont quelque chose pourrait être mieux. Elles anticipent tous les problèmes potentiels. Alors elles hésitent, elles surpréparent, elles analysent jusqu'à la paralysie, parce que leur intelligence leur montre exactement à quel point il est facile d'échouer. Et cette clarté sur les risques peut les empêcher d'agir. Ce perfectionnisme cache souvent une peur profonde, la peur de ne pas être à la hauteur de leur propre potentiel. Quand les gens vous disent depuis l'enfance que vous êtes brillant, que vous pouvez faire n'importe quoi, cela crée une pression écrasante. Chaque projet devient un test de votre valeur. Chaque erreur devient une preuve que vous n'êtes peut-être pas aussi intelligent que tout le monde le pensait. Alors parfois, il devient plus sûr de ne rien faire que de risquer de prouver que vous n'êtes pas aussi exceptionnel. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'imposteur intellectuel. Malgré des preuves objectives de leur intelligence, ces personnes doutent constamment. Elles se comparent aux génies historiques et se sentent inadéquates. Elles voient toutes les choses qu'elles ne savent pas et concluent qu'elles ne sont pas vraiment intelligentes. Cette autocritique constante les empêche de reconnaître et de célébrer leurs propres capacités. L'anxiété existentielle est également plus prononcée. Quand vous pensez profondément, vous finissez inévitablement par penser à des questions sans réponse. Le sens de la vie, la mort, la nature de la conscience, l'absurdité de l'existence. La plupart des gens peuvent éviter ces questions. Elles peuvent les mettre de côté et vivre dans le quotidien. Mais les personnes très intelligentes ne peuvent pas. Leur esprit revient constamment à ces abîmes. Et vivre avec ces questions sans pouvoir y répondre crée une anxiété existentielle chronique. Cette anxiété s'accompagne souvent d'un sentiment d'aliénation cosmique, une sensation que vous ne faites pas vraiment partie du monde humain normal.
que vous êtes un observateur plutôt qu'un participant, que vous comprenez le jeu mais ne pouvez pas vraiment y jouer parce que vous voyez trop clairement que c'est juste un jeu. Cette distance crée un sentiment de ne jamais vraiment appartenir nulle part. Il y a aussi une propension à la dépression, non pas parce que l'intelligence cause directement la dépression, mais parce que voir clairement le monde signifie voir aussi sa noirceur, l'injustice systémique, la souffrance inutile, l'absurdité de tant de choses. Et quand vous voyez tout ça sans pouvoir vous en protéger avec des illusions confortantes, ça pèse lourd. La réalité, vue sans filtre, est souvent déprimante. Certains développent aussi ce qu'on pourrait appeler une fatigue intellectuelle. Leur cerveau ne s'arrête jamais. Il analyse constamment, anticipe, déconstruit. Et cette activité mentale incessante est épuisante. Elles aimeraient parfois pouvoir juste éteindre leur esprit, ne pas penser, ne pas analyser, simplement être. Mais elles ne savent pas comment. Leur intelligence est à la fois leur plus grand atout et leur fardeau le plus lourd. Ce qui rend cette malédiction encore plus difficile, c'est que la société ne la reconnaît pas comme telle. Au contraire, l'intelligence est supposée être un avantage pur, un privilège. Alors ces personnes n'ont pas le droit de se plaindre. Tu es intelligent, tu devrais être reconnaissant. Tu as tellement de potentiel. Pourquoi tu n'es pas heureux? Ces remarques invalident leur expérience réelle. La société valorise l'intelligence, mais ne comprend pas son coût. Elle voit les succès académiques potentiels, les opportunités de carrière, mais elle ne voit pas la solitude, l'aliénation, la difficulté à se connecter, le poids de voir trop clairement. Elle ne voit pas qu'être différent, même dans une façon valorisée, crée de l'isolement. Et cette invalidation force ces personnes à porter leur fardeau en silence. Elles ne peuvent pas en parler sans sembler arrogantes. « Oh, pauvre de moi, je suis trop intelligent », ça sonne ridicule. Alors elles gardent pour elles. Elles sourient et disent « merci » quand quelqu'un les complimente sur leur intelligence. Mais à l'intérieur, elles portent seules le poids de ce que ça signifie vraiment. Il y a aussi le fait que beaucoup de ces personnes sous-performent, non par manque de capacité, mais par manque de motivation, parce qu'elles voient à travers les jeux sociaux. Elles comprennent que grimper l'échelle corporative est arbitraire, que les récompenses conventionnelles ne comblent pas le vide existentiel. Alors, elles se désengagent. Elles choisissent des vies plus simples, et la société les juge. Gaspillage de potentiel. Sans comprendre que peut-être, elles ont fait un choix conscient basé sur une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment. Certaines se réfugient dans la créativité, l'art, l'écriture, la philosophie, des domaines où leur complexité de pensée peut s'exprimer, où ils peuvent créer quelque chose qui reflète leur vision du monde. Ces espaces deviennent leur sanctuaire, les seuls endroits où ils peuvent être pleinement eux-mêmes. D'autres se tournent vers l'isolement, non par misanthropie, mais par nécessité, parce que les interactions sociales normales sont trop épuisantes, trop superficielles. Elles préfèrent la solitude à la fausse connexion. Au moins, dans la solitude, elles n'ont pas à faire semblant. Elles peuvent penser librement, être complexes sans s'excuser. Beaucoup développent aussi des addictions, pas nécessairement aux substances, mais au travail, aux livres, aux jeux intellectuels, à tout ce qui peut occuper leur esprit hyperactif. Ces addictions sont des stratégies de survie, des façons de canaliser une énergie mentale qui, sinon, se retournerait contre elle-même sous forme de rumination et d'anxiété. Alors, face à tout ça, que peuvent faire ces personnes? Comment vivre avec cette malédiction sans être écrasé par elle? La première étape est d'accepter que vous êtes différent, pas supérieur, différent. Votre façon de penser n'est pas meilleure que celle des autres, elle est juste différente. Et cette différence créera toujours des défis. Accepter ça, c'est arrêter de lutter contre votre propre nature. C'est arrêter d'essayer de vous forcer à être comme tout le monde. Il faut aussi trouver vos pairs, même s'ils sont rares. Cherchez des communautés intellectuelles, en ligne ou en personne. Des endroits où la profondeur de pensée est normale, où vous n'avez pas à vous simplifier. Ces connexions, même rares, sont essentielles. Elles vous rappellent que vous n'êtes pas seul, que d'autres voient ce que vous voyez. Apprenez à apprécier la solitude, non pas comme une punition, mais comme un espace de liberté. Dans la solitude, vous pouvez penser sans contrainte, explorer des idées sans jugement, être complexe sans avoir à l'expliquer. La solitude devient alors un choix, pas une condamnation. Il faut également développer de la compassion pour ceux qui pensent différemment. Oui, les conversations superficielles vous ennuient, mais ces personnes ne sont pas stupides. Elles vivent juste dans un monde différent du vôtre. Et leur monde a sa propre validité. Cette compassion vous aide à vous connecter sans ressentiment, à trouver de la valeur dans des interactions, même si elles ne sont pas intellectuellement stimulantes. Créez quelque chose
Canalisez votre intelligence dans la création, peu importe la forme, écriture, art, musique, code, philosophie. Créer vous permet d'externaliser ce qui se passe dans votre tête, de donner forme à votre complexité, et peut-être de trouver d'autres personnes qui résonnent avec ce que vous créez. Apprenez aussi à éteindre votre esprit. Méditation, sport, tout ce qui vous sort de votre tête et vous met dans votre corps, parce que l'intelligence extrême peut vous piéger dans l'abstraction, vous faire oublier que vous êtes aussi un corps, un animal qui a besoin de mouvement, de sensations, de repos. Et surtout, acceptez que vous ne trouverez pas toutes les réponses, que certaines questions n'en ont pas, que l'incertitude est inévitable. Cette acceptation libère. Elle vous permet d'arrêter de chercher désespérément la certitude et de commencer à vivre dans l'ambiguïté, à trouver la paix non pas dans les réponses, mais dans la capacité à tenir les questions. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous. Ici, on explore la psychologie humaine en profondeur, sans filtre, sans superficialité, juste la vérité sur ce qui nous rend humains. Abonnez-vous pour ne rien manquer, parce que à la fin, être trop intelligent n'est pas une bénédiction pure, ce n'est pas une malédiction pure non plus. C'est les deux. C'est voir la beauté et l'horreur avec la même clarté. C'est comprendre profondément et se sentir profondément seul. C'est avoir un potentiel immense et porter un fardeau invisible. Si vous êtes l'une de ces personnes, sachez que votre différence a de la valeur, même si elle fait mal, même si elle vous isole. Votre capacité à voir profondément, à penser complexement, à questionner constamment, tout ça est précieux. Le monde a besoin de gens qui voient clairement, qui ne se contentent pas des réponses faciles, qui osent regarder dans les abîmes. Vous ne trouverez peut-être jamais le bonheur simple et insouciant que d'autres semblent avoir, mais vous trouverez quelque chose de différent, une richesse de compréhension, une profondeur d'expérience, une connexion avec les rares personnes qui pensent comme vous qui sera plus vraie que 1000 amitiés superficielles. Votre intelligence est votre malédiction, mais elle est aussi votre don. Et peut-être que la sagesse, c'est apprendre à porter les deux, sans nier la douleur, sans renier le don, juste en étant ce que vous êtes, pleinement, même si c'est difficile, parce que vous n'êtes pas seul dans cette malédiction, d'autres la portent aussi. Et ensemble, même à distance, vous formez une communauté invisible, de ceux qui voient trop, qui pensent trop, qui ressentent trop, et qui, malgré tout, continuent. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire, continuer, penser, voir, même quand ça fait mal.